Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 25e édition du Bistrot d'Allez le LOSC, donc l'émission réalisée par les supporters du LOSC et d'Allez le LOSC notamment, pour l'ensemble des supporters du club. Bienvenue dans cette édition dans laquelle nous allons évoquer l'actualité du club. En première partie, nous reviendrons sur le match de Ligue 1 LOSC Strasbourg. Eastern Story, on l'a appelé comme ça. Deuxième partie, nous reviendrons sur le match d'Europa League et notamment sur la double rencontre donc, de l'Ajax. L'Ajax a-t-il mérité sa qualification? Une question qu'on posera à l'ensemble des intervenants et à notre invité. Troisième sujet, Cap au Sud, les enjeux de la fin de la semaine, un match contre Marseille, un match à Ajaccio. Nous reviendrons sur ces deux rendez-vous. Avec nous, ce soir, en intervenant, nous avons Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous avons Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir. Georges fait son timide. Christophe, est-ce que tu seras aussi timide que Georges? Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Nous avons Arnaud, donc, comme d'habitude, toujours au rendez-vous de la technique. Bonjour Arnaud. Bonsoir tout le monde. Arnaud qui rebondira notamment sur les commentaires que vous pouvez faire en live pendant l'émission, donc sur le Twitch du Bistrot d'Allez le LOSC ou sur le groupe al.com sur Facebook. Et nous avons en invité ce soir donc une nouvelle tête dans le bistrot, mais qui connaît très bien les bistrots, donc Jo du Temps. Bonsoir, ça va et vous? Alors, Jo, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on avait quelques questions à te poser, et notamment prendre des nouvelles. Comment vas-tu dans cette période extrêmement compliquée pour les supporters du LOSC dans un premier temps, mais surtout pour un propriétaire d'un bar qui est juste à côté du stade? Comment tu vis cette période un peu bizarre? C'est hyper long. Ça commence à devenir vraiment hyper long. On a eu un espoir au mois de septembre. C'était août-septembre, on a eu un espoir vraiment, et derrière, boum, huis clos encore une fois, donc une deuxième coup dur, quoi. Mais on est là, on attend, on garde la pêche, et voilà, quoi. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons que la patience pour retourner au stade, malheureusement. Malheureusement. Alors, la patience, mais on a entendu cette semaine, et notamment aujourd'hui, une communication de Martine Aubry et de Lamel, que le LOSC s'était inscrit comme volontaire dans des tests de réception du public à l'occasion d'un prochain match. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as été contacté dans le cadre de ce test ou pas encore? Non, déjà, ce que j'en pense, je suis content, c'est sûr. Après, non, je n'ai pas été contacté ni par le LOSC, ni par Lamel, même par la préfecture, rien du tout. Donc, en fait, en vrai, je me pose même la question à savoir, est-ce qu'on pourra ouvrir ou pas? Est-ce que ça concerne uniquement le stade ou les commerces autour? J'en sais rien du tout. Je serais franchement déçu qu'on me dise de fermer sans venir m'en parler avant. Là, par contre, ouais, je serais déçu. Puisqu'au mois de septembre, quand on a ouvert le temple, on avait aussi fait un protocole avec des barrières, avec entrée, sortie, un sens de circulation, du gel. On avait dépensé 700 € pour les 3 ou 4 matchs qu'on avait eus. Et au final, derrière fermé, voilà. Mais si on nous demande de rester fermé sans venir nous voir, là, je serais quand même déçu. Baptiste, tu as étudié le dossier, entre guillemets. Est-ce que tu as entendu parler des mesures qui seraient prises ou est-ce que pour l'instant, on reste finalement sur les mesures qui avaient été mises en avant lors des premiers matchs du championnat? Alors moi, j'ai pas d'infos concernant tout ce qui est parvis. En tout cas, on pourrait quand même penser que le jeu pourrait ouvrir puisque le parvis est quand même assez grand. Donc la gestion entre guillemets des spectateurs, des supporters pourrait être faite. Après, concernant le retour, donc pour l'instant, on penserait que ce serait sur un seul stade. On penserait que ce serait le stade de Pierre-Mauroy puisqu'il a quand même une grande place de 50 000 personnes. La mairie, la métropole, le LOSC travaille sur un protocole donc strict avec des distanciations physiques, le port du masque, la gestion des flux, entrée et sortie des spectateurs. Donc c'est des garanties solides afin de prévoir cette expérimentation. Et je reprends un tweet d'Erwan d'ailleurs, qui a dit qu'il y avait quand même 3 à 4 arènes métro desservant le stade, plusieurs lignes de bus arrivant près du stade, un parvis espacé
et où les gestes barrières peuvent être facilement respectés. Donc, entre guillemets, tous ces points sont bons pour un retour des supporters au Stade Pierre-Mauroy. Le seul problème actuellement, c'est la situation épidémique dans le Nord qui n'est pas très bonne et ce qui pourrait vraiment freiner l'arrivée des supporters lillois au Stade Pierre-Mauroy. Bon, en tout cas, c'est un sujet qu'on va suivre de près en espérant que ça avance et que ça nous permette de trouver une solution dans des délais raisonnables. C'est vrai, on espère qu'ils n'attendront pas que chacun soit vacciné, sinon on risque d'attendre quelques mois, voire quelques années avant que ça se fasse. Baptiste, est-ce que tu avais, je pense, une autre question à poser à Jo avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ouais, j'ai une question qui intéresse beaucoup. Donc Jo, pourquoi cette démarche de réaliser des Insta Live pendant le confinement? On sait que tu l'as fait avec Loïc Rémy lors de son départ, qui avait expliqué d'ailleurs pourquoi il était parti. Il y a eu aussi Lucas Chevalier, il y a eu Ferhat Kogalan. Alors pourquoi ces Insta Live et comment tu as un peu aussi ces contacts avec eux? Ça, tu veux savoir les contacts. Ouais. Non, les Insta Live, en fait, parce que j'ai commencé, je crois, un mois après le début du premier confinement et fallait un peu que je me remette le cerveau en marche, en fait. Je m'étais mis un peu sur arrêt pendant un mois et à un moment, il faut se remettre en marche. Je ne savais pas quoi faire et du coup, j'ai cette idée de faire des lives, en fait. Et effectivement, du coup, retravailler le truc, ça remet un peu le cerveau en marche, ça faisait du bien. Et après, les contacts, écoute, les réseaux sociaux, tout ça, en fait, on demande, ils acceptent. Et, et voilà. Non, c'était cool. C'était cool. C'était une belle aventure. On me demande d'en refaire. Là, je n'ai pas spécialement ou l'envie ou le temps, mais bon, après, c'était sympa à faire. C'était sympa à faire. Une bonne expérience. Ouais. Alors, tu poses la question, moi j'ai une explication, hein, c'est qu'en fait, Loïc Rémy, il adore la Paix de Dieu ou la 96e. Hein, Non, sûrement la 80. Ouais, il a joué un peu à Lens, mais pas la 80. Ouais, non. Mais en plus, notamment le dernier live avec Loïc Rémy, c'est vraiment lui en plus qui m'avait recontacté pour me dire j'ai des explications à faire sur mon départ. Je veux pas le faire avec les journalistes de l'équipe ou autre, mais je veux le faire avec toi. J'ai dit ok, c'est parti, banco. Pour moi, c'est cadeau. Donc voilà quoi. Non, après, c'était vraiment lui qui avait demandé. Et après, les jeunes, tout ça, franchement, hyper sympa, des super lives. C'était vraiment cool à faire. Écoute, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la première partie de cette émission. Donc, retour sur le match de Ligue 1, Lille-Strasbourg. Donc, East-Stern Story, un match très compliqué. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Christophe, on va commencer par toi. D'abord, je voudrais souligner le bon travail que fait Thierry Lauré à Strasbourg, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et ils ont quand même une équipe qui essaie de jouer. Et contrairement à ce que j'ai pu lire de Galtier qui disait on a joué contre des équipes regroupées et tout ça, c'était vrai avant, mais Strasbourg, c'est pas vrai. Strasbourg a subi 25 minutes et après, derrière, ils ont joué crânement leur chance. Et je trouve que on a fait 25 premières minutes en dominant beaucoup, énormément. On avait la balle, et c'est nous qui avons la 77%, 72% de ballon, mais aucune occasion. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune créativité, ou alors des gens qui gardaient trop le ballon. Je ne veux pas toujours cibler Iconé, mais Iconé, s'il a passé à Rojo, pour moi, il y a but. Hein. Et donc voilà, donc, on a cafouillé, on a voulu jouer, mais en désordonné. Et pour finir, on s'est fait prendre juste derrière, quand on a fini de dominer les 25 premières minutes, ils sont sortis. La deuxième balle a été la bonne. Ils ont marqué. Et derrière, ils ont continué à jouer crânement leur chance, ce qui était pas mal. Et ce que je trouve super cette fois-ci avec Galtier, c'est que dès la 55e minute, il a commencé à réagir. Et il n'a pas hésité à mettre beaucoup d'offensifs et à changer sa structure de jeu. Tant pis, on change tout pour aller pousser, pour ne pas perdre. Et ça, pour Galtier, c'est vraiment une révolution. C'est ce que j'ai vu cette année, depuis que je connais Galtier à Lille. C'est vraiment une révolution. C'est la première fois que je vois Galtier qui ose tout changer son équipe, à dire c'est bon, finir avec 5 ou 6 offensifs, et on y va. Et on essaie de gagner le match, au moins de ne pas le perdre. Bon, voilà, c'est le côté positif de la chose. Mais on a été trop brouillon, et je pense que peut-être qu'on voulait bien faire, mais il a manqué beaucoup de choses. Précision, vitesse et altruisme. Georges, toi aussi, tu vois plus une efficacité lilloise qu'un bus strasbourgeois?
Non, je rejoins un petit peu. Je pense que bon, il y a eu 25, en effet, 25 premières minutes assez stériles. Mais je pense surtout que depuis le début de la saison, je crois que ce match a été le plus gros naufrage collectif. Des ballons perdus, une circulation, alors que ce qui fait la force de cette équipe, c'est vraiment la fluidité du jeu, des enchaînements, des placements super intelligents. Là, on a l'impression que ça jouait à l'envers. Et c'est vrai que même sur la verticalité, j'ai cru à un moment que les Lillois jouaient en bleu, quoi. Enfin jouaient en blanc en l'occurrence, mais dès qu'on avait un ballon perdu, on était sanctionné immédiatement parce qu'il y avait de la vitesse en face. Je pense que c'est pas pour rien si l'homme du match à Lille est Maignan, parce que avec la niaque de Fonté, c'est lui qui nous sauve quand même, le point. Mais moi, surtout, ce qui m'a frappé, alors, c'est une question que je me pose au niveau des complémentarités, notamment entre Pied et Araujo. J'ai l'impression qu'ils étaient aussi paumés sur le terrain l'un que l'autre. Et ça jouait complètement à l'envers. Il y a eu beaucoup de ballons, par exemple, de Jérémy. C'était des ballons évidents, des passes courtes. Il nous a mis en danger parce que les ballons étaient perdus et les Strasbourgeois exploitaient ça très vite, quoi. Donc, non, au bout du compte, en effet, je pense que les Strasbourgeois, ils ont un petit peu joué à la Lilloise comme on sait jouer de temps en temps, quoi. C'est-à-dire attendre et placer. Donc, c'est pas le bus. Ça défend, mais ça joue en contre. Et c'est vrai que sur une paire d'occasions, ils auraient pu faire un peu plus d'anti-jeu. Ils ont quand même crânement tenté les 3 points, quoi. Strasbourg était venu pour gagner. Brest était venu pour faire un nul. Strasbourg était clairement venu pour gagner. Baptiste, ton analyse du match? Alors, déjà, on peut remercier Mike Maignan, qui, sans lui, on récupère pas un point. Et je pense qu'on lui doit pas mal de points cette saison. Donc le LOSC pour moi est plus dans l'optique de gagner un point là que d'en perdre 2, parce que vraiment la victoire n'aurait pas du tout été méritée. Et pour vous dire, les Strasbourgeois ont même été déçus de leur match, qui pensaient vraiment récupérer les 3 points. C'est pour vous dire. Et on joue encore contre un bloc bas et on ne trouve pas la faille. Lille s'est fait totalement malmener en première période et on a su se ressaisir en seconde. Pour une petite stat, Lille a eu 32% et il y a eu beaucoup de déchets sur ceci, puisque seulement 20% ont été réussis. Donc c'est vraiment une mauvaise stat, puisque Renildo et Jérémy Pied n'ont pas réussi leur centre. Et avec un but de José Fonte d'ailleurs, encore lui, vraiment. Ce point, il est le bienvenu, parce que il y avait la mauvaise opération de Lyon à Marseille, mais il y avait surtout la très bonne opération de Monaco et de Paris qui reviennent sur nous. Jo, tu en as pensé quoi de ce match? Tout a été un peu dit, du coup, je vais répéter les choses, mais c'est vrai que l'excuse on joue contre des blocs bas, des équipes qui mettent un bus, ça va une fois, 2 fois, mais là, on commence à avoir l'habitude. Donc, à un moment, c'est peut-être Galtier de trouver une tactique pour contrer ça. Je pense, en fait, ce qui manque dans ces matchs-là, c'est un buteur, un vrai buteur. Un Burak Yılmaz ou un autre, je ne sais pas qui. Mais pour moi, Jonathan David, sur ces matchs-là, c'est trop léger. Et je pense que pour la fin de saison, un Burak Yılmaz nous ferait du bien s'il pouvait revenir assez rapidement, en fait. Alors, Galtier a finalement la même analyse que toi, Jo, parce qu'il a, en conférence de presse, il a souligné, alors d'abord, l'investissement de certains joueurs qui n'étaient pas complètement au rendez-vous sur le match de Strasbourg. Il a souligné également qu'il fallait trouver des solutions alternatives au jeu lillois, et il a notamment demandé à son staff technique de se pencher là-dessus pour justement trouver des idées de solutions. Donc ça veut dire qu'ils étudient effectivement, ils se rendent bien compte de cette difficulté d'écarter le jeu ou de varier le jeu pour justement faire face à ces blocs bas, sans appeler ça un bus. Burak Yılmaz, certes, ça paraît la solution, mais aujourd'hui, il est blessé et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une solution qui pourrait pallier finalement l'absence de Burak Yılmaz? Est-ce que c'est une solution de joueur? Est-ce que c'est une solution d'organisation de jeu? Je vois, Christophe, que tu as envie de réagir. Il y a un joueur que je trouve qui éclate vraiment, c'est Weah. Je trouve que Weah, il est sous-employé. Parce que David coûte cher, donc David joue. Mais Weah, même s'il a été imprécis contre l'Ajax, on en parlera après, mais
il va vite, il se bat, il va chercher les ballons et il n'hésite pas à prendre sa chance. Je pense qu'il faut juste le pousser un peu plus à dire prends ta chance, prends ta chance, prends ta chance. Je pense que par rapport à l'effectif qu'on a, le deuxième avant-centre, c'est Weah. C'est mon avis. Et voilà, David, pour moi, c'est un joueur de complément, c'est un joueur qui crée des brèches, c'est un joueur qui peut faire bouger beaucoup les défenses. Mais je pense que Weah sera un meilleur finisseur. Ouais. Georges, tu es du même avis? Tu penses que c'est une question de joueur, une question d'organisation de jeu peut-être? Moi, une question que je me pose, et ça a été en partie répondu par la rentrée de Xheka, c'est aussi l'hésitation des fois à frapper de loin. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin obsessionnel d'entrer avec le ballon dans la surface. Et Xheka l'a montré. Premier moment très dangereux, Xheka a signé tout de suite. Il frappe de loin, c'est dangereux. Donc, il y a aussi la solution, je dirais, de passer outre, de tenter de frapper. Et je vois trop souvent des joueurs en position de tir, en position idéale de tir, qui le font pas nécessairement, quoi. Donc, c'est peut-être une solution. Après, devant, ouais, il y a. Je veux dire, il y a aussi, je pense, un contexte d'état de forme clair. Bamba, il est plus au niveau où il était en début de saison. Il a besoin de souffler. Yacidje, ça fait un moment que ça va plus très bien parce que je pense qu'un grand Yacidje, ça peut être la solution. Hein. Elle existe. On a plus. Enfin, j'espère que ça n'est comme ça qu'un passage à vide, qu'un effet complexe. Je pense qu'on aura un premier élément de réponse contre Marseille. C'est vrai qu'il y a la solution Weah. Il y a peut-être aussi vraiment la solution que les joueurs se retrouvent. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 semaines, le joueur providentiel, justement, c'était David, quoi. Et puis là, bon, ça fait 2 matchs qui retombent un petit peu dans des travers. D'ailleurs, on vantait beaucoup son jeu sans ballon, ce qui était le cas. Je trouve que justement, dimanche, au niveau du jeu sans ballon, pareil, il était complètement... j'ai trouvé complètement hors sujet, quoi. Arnaud, je ne t'ai pas demandé ton point de vue sur ce match de Strasbourg, justement. Tu l'as vécu comment? Moi, en fin de compte, la première mi-temps, ça a été pour moi comme moi j'ai marqué sur le site que c'était un bus strasbourgeois, mais non, c'est l'histoire du bloc bas aussi. C'est vrai que on n'arrive pas à jouer là-dessus, et comme tu l'as dit aussi, François, Galtier l'a reconnu en conférence de presse cet après-midi. Et ils vont travailler là-dessus, et tant mieux parce qu'il reste encore 10 journées de championnat à voir, donc on verra ce qu'il en est réellement. Après, c'est vrai que il y a des individualités qui ne sortent plus. Bamba, on dirait qu'il est complètement cuit. Il n'arrive plus du tout à faire ce qu'il faisait il y a quelques temps. Ikoné, il fait un coup franc remarquable il y a quelques jours et c'est fini. On l'entend plus parler non plus. Je sais pas, est-ce que c'est le groupe complet qui a mal digéré la défaite de l'Ajax, ou si c'est temporaire, on va dire, ou est-ce que c'est le fait de jouer contre des équipes qui ne jouent pas à fond devant, on va dire. Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux? Oui, alors pour jour déjà, il y a Julien qui a adoré tes interviews, surtout celle de Lucas Chevalier. Franchement, il a trouvé ça très très bien. Et qu'est-ce qu'il y a sur le Twitch aussi? Oui, c'est en fin de compte, il y a Losk Boy qui dit à la limite tu laisses le ballon aux équipes qui jouent bloc bas. Et c'est pareil, nos joueurs sont tellement techniques qu'ils peuvent aller vite partir en contre. Mais c'est pareil, je pense que Georges l'a bien dit clairement, c'est qu'il faut commencer à tirer de loin. Il faut arrêter de vouloir rentrer le ballon dans la surface et tirer après. En Angleterre, il y a peut-être, je vais dire une bêtise, il y a peut-être 10 tirs de loin, il y a peut-être une qui passe, mais elle passe. En France, enfin à Lille surtout, si on en a une qui tire de loin, c'est déjà bien. Donc pour bien, il faudrait commencer à tirer de loin. Est-ce qu'ils s'entraînent là-dessus? Je sais pas. Alors, Jo, cette difficulté contre Strasbourg, après une certaine une prestation de qualité contre Lorient, tu analyses comment? C'est des défaillances individuelles? C'est une décompression après la Coupe d'Europe, hein? Tu as une explication? Oui, il y a peut-être l'effet décompression et effectivement l'effet élimination. Après, il y a aussi une défaillance côté joueur, c'est sûr. Araujo doit faire mieux sur un match comme celui-là, je pense. Après, contre les blocs bas, comme on parle, je pense que ce qui nous manque, c'est aussi d'être un peu plus filou.
on peut se rappeler, c'était l'époque lyonnaise avec les Juninho, ils avaient des coups francs. Dès ils perdaient 1-0 ou il leur fallait un but, bam, aux 16 mètres, aux 20 mètres, aux 25 mètres, ils avaient toujours 3-4 coups francs sur les fins de match. Et nous, on n'a pas ce côté un peu filou où on va chercher la faute, on rentre dedans. Et à la fin, on termine avec 3-4 coups francs. On a des Iconé, des Yazice qui peuvent les mettre en lucarne assez facilement. Et on ne sait pas profiter de ça. On essaye toujours de rentrer dans le but, de passer sur les côtés, faire 50 centres qui aboutissent à rien. Et je pense qu'il nous manque ce côté un peu filou, en fait. Baptiste, ton diagnostic, quel est-il? C'est compliqué, hein. Je pense pas que les blocs bas, etc., c'est pas notre fort. Après, pour gagner ce genre de match, ouais, tirer de loin. Vraiment essayer, parce que j'ai l'impression même qu'on veut même rentrer dans le but avec, dribbler toute la défense, le milieu, l'attaque. Enfin non, l'attaque, le milieu, la défense, et après dribbler le gardien et rentrer dans le but. C'est pas ça le football. Et comme Arnaud l'a dit, il faut tirer de loin. Et c'est vrai qu'on a rarement vu le LOSC tirer de loin cette saison. Et pour vous dire, je me rappelle du match contre Lyon. Il y a un tir de loin de Bamba, elle va en petit filet. Donc le LOSC sait tirer de loin, mais je sais pas pourquoi ils veulent pas tirer de loin. Enfin, c'est totalement bizarre. Alors, sur ce match contre Strasbourg, quels sont les joueurs lillois qui ont retenu votre attention dans un sens positif, bien sûr, dans un sens négatif, et en face, à Strasbourg, quels joueurs vous retiendrez finalement de cette rencontre? Christophe, on va commencer par toi. Maignan au top. Franchement, j'avais un peu critiqué au début d'année, au mois de janvier, ses 2 premiers matchs de reprise, mais là, depuis ce temps-là, il est revenu vraiment, vraiment très très fort. À Lille, après, Fonte parce que pour son indignation, le fait de mener l'équipe et d'aller jusqu'en haut. Après, à Lille, c'est à peu près tout. Le reste, c'était un peu moyennasse. J'ai bien aimé les entrées en jeu, mais c'est trop brouillon quand même. À Strasbourg, on peut remarquer la défense centrale qui a été impeccable. Les 3 joueurs qui jouent en défense centrale, alors j'ai plus les noms, hein, mais ils ont été très très forts. Et puis le Ajor qui nous marque un but et puis qui nous a mis la pression jusqu'à sa crampe. Et voilà, donc c'était vraiment une belle opposition, je trouve. Et dommage qu'on n'ait pas eu les clés, quoi. Jo, tu en penses quoi? Tu retiens des joueurs aussi? Ouais, même chose. Maignan, Fonte, l'entrée des remplaçants. Ce que j'ai moins aimé, ouais, on va dire, c'est pareil. Jonathan David, Luis Araujo. Ensuite, ouais, pareil, Ajorc. Je trouve, franchement, il nous fait souvent du mal. Je trouve que c'est vraiment un bon joueur. Et c'est ce genre de joueur peut-être qu'il nous faudrait à Lille sur des matchs comme ça, en fait. Vraiment dur à jouer, en fait. Une sorte de Giroud, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Il est un peu sous-coté, mais c'est des gars qui vont te mettre un but quand on s'y attend pas, en fait. Exactement. Il pèse sur la défense. Ouais, c'est ça. Et après, beaucoup ont dit Jérémy Pied, mais après, le gars, il revient de blessure depuis longtemps. Je pense pas qu'il serait rentré là tout de suite, mais bon, il y a eu la blessure de Selic, donc ça a fait qu'il a dû jouer. Et aussi pour mettre un peu Diallo sur le banc pour se reposer. On peut pas en vouloir à Jérémy Pied. Il faut le laisser se remettre un peu, quoi. Non, sinon, voilà. Mais vraiment, ouais, Maignan Fonte, costaud. Georges, tu as un top, tu as un flop? Moi, outre, Maignan, Fonte, et parmi les rentrants, vraiment une mention spéciale à Tcheka, qui a peut-être été le plus créatif offensivement, c'est-à-dire plus que nos attaquants, parce qu'il y a d'abord ce tir de loin, il y a après un geste technique superbe où il élimine, c'est le seul qui est capable, sur un coup de génie, d'éliminer la défense ardéchoise. Malheureusement, ça ne va pas au bout. Donc, pour moi, il a été vraiment un entrant. Ça fait vraiment une paire de matchs où il monte en puissance et c'est compliqué de ne pas se dire qu'il ne peut pas avoir sa chance en tant que titulaire, quoi, tellement il est énorme. Bon, après, Maignan, c'est tellement évident. Et puis, José Fonte, voilà, c'est capitaine Lagnac. Je pense qu'on a besoin d'un leader mental. Ça, heureusement qu'on l'a au moins eu sur ce match-là, parce que c'est ce qui nous sauve le point réellement. Tête de Fonte, c'est c'est tout un symbole. Le mec des zones jusqu'au bout, c'est ce qu'il a à faire. Je crois que c'est sur le métier qu'on vient. Et voilà, après les flops, on les a cités. Alors moi,
c'est vrai, pour en revenir à Jérémy Pied, c'est plus le manque de cohésion claire qu'il y a eu entre lui et Araujo. Je pense qu'Araujo me semblait complètement perdu. J'aurais pas aimé faire le match dans sa tête parce qu'il devait y avoir plein de bruit. Franchement, je pense qu'il était, il était complètement à côté. J'ai eu l'impression de revoir des fois le Araujo de la période Bielsa, quoi. Et je trouve que globalement, les latéraux n'ont pas été terribles parce que ça manque de centre. Alors, en effet, on marque sur un centre, et c'est un centre de Benjamin André, quoi. Donc, c'est vrai que les latéraux, ça manquait un petit peu de verticalité. Peut-être aussi, justement, parce que les deux autres joueurs de couloir, Bamba et Araujo, c'était pas terrible. Et côté Strasbourg, bah, c'est vrai qu'on a parlé de la partie d'Ajorc. Donc, moi, je voudrais reparler quand même aussi. J'ai bien aimé les deux joueurs du flanc droit. La défense, d'abord toute la défense qui est très, très impressionnante, mais Gilbert et Bellegarde qui m'ont. Et heureusement qu'ils étaient sur le côté qui prenaient le moins l'eau parce que je pense que ça aurait pu faire beaucoup plus mal aussi, quoi. Baptiste, même question. Bah, tout le monde a un peu dit. Hein. Je pense qu'il y a eu Maignan, vraiment incroyable. Je pense qu'on lui doit ce match et les Fontes. Il y a eu Sheke aussi, son entrée incroyable. Côté flop, pour moi, il y a Bamba qui, malheureusement, a un petit coup de mou. Bon, je ne vais pas le mettre en flop, mais il faudrait qu'il souffle, je pense, contre le Gazélec, puisqu'après, il y aura des gros matchs, mais ça, on reviendra, je pense, après. Et après, en flop aussi, il y a Jérémy Pied, je pense. Alors, certes, il revient de blessure, mais sa complémentarité aussi avec Araujo et sa défense n'a pas été parfaite. Et du côté strasbourgeois, il y a eu Ajorc, vraiment, qui a été très bon, et Gilbert aussi, qui nous a fait pas mal de mal. Alors avant de passer la parole à Arnaud et aux réseaux sociaux, je voulais pas moi mettre en avant des joueurs, mais je voulais regretter finalement la stratégie lilloise qui n'a pas été la bonne. Enfermer Thierry Lauré dans les toilettes pendant tout le match, ça n'a pas empêché les Strasbourgeois de mettre en place leur schéma tactique, et au final c'est l'échec de la soirée. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette liste de joueurs? Est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, bon, pour ma part, je vais d'abord dire ce que je pense réellement. En fin de compte, c'est les anciens qui ont fait le jeu à Lille. Enfin, les anciens, en parlant, même Maignan, c'est pas un ancien, mais réellement, il y a Maignan, Fonté, Xeka, qui ont été très très bons pour moi dans ce match-là par rapport aux autres joueurs. Et dans les flops, Araujo, c'est tout ce qui est sur les côtés, Araujo et Bamba principalement. Araujo, c'est comme dit Georges, il va y avoir quelque chose qui a dû se passer dans sa tête, c'est pas possible. Toutes les connexions ne devaient pas être connectées justement. Bamba qui est cuit depuis plusieurs matchs, il faudrait peut-être commencer un peu à le préserver pour la fin, parce qu'on sait jamais si on peut arriver dans les premier voire deuxième vers la fin, on sait jamais, mais bon. Et puis David, c'est vrai qu'il pèse beaucoup moins sur les défenses comme il a été au début. C'est vrai qu'au début avant qu'il marque, il pesait beaucoup sur la défense, mais il marquait pas. Là, il pèse plus du tout et il marque pas. Donc là, c'est un peu dommage aussi. Sinon, sur Facebook, on a Julien qui dit Maignan et Fonté. Patrice qui dit Maignan, Fonté et une bonne rentrée de Xeka aussi. Et Patrick qui met côté strasbourgeois, le belge, mais je sais pas, il n'y a pas de belge à Strasbourg, je pense pas. J'ai pas vu de belge. Ensuite, sur Twitch, il y a... L'arrière droit n'est pas belge? L'arrière droit, Gilbert? Ouais. Gilbert. Ah, il est français. Il est français? Ouais, il est français. À mon avis, il y a un prénom de belge et Patrice a dû croire qu'il était belge. Peut-être bien, ouais. Sinon, il y a Loskier qui dit sur le Twitch comment expliquer la pauvreté de l'animation offensive à domicile. C'est vrai que on est quand même meilleur à l'extérieur et on peut pas dire que c'est une histoire de public ou quoi que ce soit. À domicile, on n'a pas de pression, là pas non plus, donc à l'extérieur non plus. Et je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et après, il y a Rico qui marque que Fonté a tout de même raté son marquage sur le but de Strasbourgeois. C'est vrai qu'il a été lobé, mais après, on peut dire que ouais, c'est peut-être la seule petite erreur, on va dire. Et Losk Boy qui dit dans les tops, vous avez Maignan, Fonté, Xeka, et dans les flops, David, Bamba, et à Strasbourg, Ajorc, ouais, qui est très bon aussi, ouais. Voilà. Voilà, on a fait le tour un peu de ce match contre Strasbourg. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission, donc Europa League
L'Ajax mérite-t-il sa qualification? Donc un titre un peu provoquant qui vient en fait d'un échange que j'avais eu sur Twitter avec Adrien Bray de France Bleu Nord qui trouvait malgré les faits de jeu finalement la qualification de l'Ajax méritée. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez, compte tenu de tout ce qui s'est passé, que la qualification de l'Ajax est méritée ou non? Qui veut commencer? Jo, tu veux commencer? Est-ce que la domination importante de l'Ajax sur l'ensemble des deux matchs justifie cette notion de mérite de qualification? Ou est-ce que l'effet de jeu, au contraire, justement, fait en sorte qu'ils s'en sortent finalement très bien? Je pense qu'ils sont qualifiés, donc ils méritent leur qualification. Je ne vais pas dire le contraire. Par contre, ouais, il y a l'effet de jeu. Là, pour le coup, on peut pas ne pas revenir dessus. Notamment sur le match aller. Pour moi, il y a totalement pas pénalty. D'autres vont dire oui, si, peut-être. Pour moi, il n'y a pas pénalty et je reste sur ça. Et je me dis toujours que peut-être au match aller, en terminant à 1-0, pour nous, ça ne serait pas la même chose au niveau du match retour. Mais pareil, au match retour, l'arbitrage, voilà, vous allez tous aussi revenir dessus. Il y a des pénaltys non sifflés pour nous. Enfin, j'aime pas me cacher derrière ça, mais on est obligé de revenir sur ces faits de jeu. Voilà. Après, voilà, ça reste l'Ajax. Des fois, j'ai l'impression qu'on a perdu contre, je sais pas, je vais pas citer une petite équipe, mais Lens, admettons. Mais Par pur hasard. Au hasard. Au hasard. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on a quand même joué contre l'Ajax. Ça reste quand même une très grosse équipe avec un gros centre de formation. Je pense que certains l'ont oublié. Mais ouais, j'ai l'impression que l'histoire lilloise en Coupe d'Europe se répète à chaque fois, en fait. C'est super et à la fin, on se fait avoir. Donc, est-ce qu'on doit grandir? Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit... Je ne sais pas. Après, ils sont qualifiés, ils le méritent, point. Et puis, c'est tout maintenant. On va passer à autre chose, on va dire. Voilà, l'idée, c'est pas de se réfugier, de dire ouais, ils sont passés, c'est dommage, c'était pas mérité. L'idée, c'est d'analyser les choses. Parce que c'est vrai que la position de ceux qui annoncent que l'Ajax mérite sa qualification, que le LOSC était beaucoup plus faible, se réfugie derrière la domination importante sur le match aller, alors que, je le rappelle, à la 80e minute, le LOSC menait 1-0 malgré effectivement un match dominé, un match à sens unique de l'Ajax parce qu'ils avaient réussi défensivement à rester solides. Et s'il n'y avait pas eu ce passage à vide pendant ces 5 minutes consécutives, finalement une décision arbitrale injustifiée ou au minimum, sévère, le match aurait changé complètement de physionomie. Christophe, tu penses quoi de cette première décision arbitrale, ce penalty? Moi, je pense que c'est la deuxième décision arbitrale. Parce que je pense qu'au match aller, à la 20-25e minute, il y a, je ne sais plus comment s'appelle le gars de l'Ajax, Alvarez, je ne sais plus comment, qui retient David sur 10 mètres alors qu'il part au but, et lui doit prendre un rouge. Donc l'Ajax, au bout de la 20e minute, doit être à 10. Et moi, tous les gars autour de moi qui me disent « Ouais, mais l'Ajax dominé », j'ai dit « T'as un vrai arbitre, au bout de 20 minutes, ils sont à 10, ils ne dominent plus. C'est fini. » Et au match retour, on se fait baiser sur toute la ligne. Il faut 3 pénaux pour en avoir un, comme dit Courbis. Et encore, il a fallu que le quart assiste grossièrement, sinon l'arbitre ne donnait pas. Donc je pense que, moi, ce qui m'énerve, c'est de dire « Ouais, mais ils étaient plus forts. » Non. Arbitrer, normalement, ils ne sont pas plus forts. Arbitrer comme ils étaient arbitrés, ils sont beaucoup plus forts. Et tu sais, François, nombre de fois on est à stade ensemble, je te dis, on est en train de se faire entuber encore une fois par l'arbitrage. Et tu me disais, non, mais il ne faut pas voir comme ça, parce que tu es toujours très positif. Moi, je suis pour moi positif. Et je trouve que même en championnat de France, des fois, on se fait entuber comme ça. Parce que le mec, il tombe, à Lyon, par exemple, pendant des années, ils ont fait ça. Ils ne savaient pas quoi faire, c'est ce que disait Georges. Le mec, il tombait, il y avait un coup franc, il marquait le but. Voilà, c'est bon, c'était fini. Il n'y avait pas faute. On disait, ouais, mais ils ont dominé le match. Ah, ils peuvent dominer tout ce qu'ils veulent. Si l'arbitre est toujours pour eux, ils dominent ce qu'ils veulent. Et ça, tu vois, cette frustration qu'on a là, moi je joue encore en district. Tu l'as tous les week-ends en district, tu ne dois pas l'avoir en pro. Parce que si tu l'as en pro, bah, ça se reproduit partout, à tous les niveaux et au plus bas. Et c'est ce qui fait que ce sport n'est pas aussi beau qu'il devrait être. Moi, je vous dis, il y a toujours, moi j'aurais le LOSC et le rugby. Et ben, même au rugby, des fois il y a des fautes, toutes ces compagnies, mais au moins l'arbitre s'explique, il parle dans le micro. Et là, franchement, un match comme ça, c'est très très frustrant. Tu sors du match, tu dis,
ok, on est éliminé, ok, ils sont forts, ok. Mais si tu retires les 4-5 grosses décisions qui n'ont pas été prises pour nous, eh ben, c'est plus le même match. Tu ne peux pas juger ce match. Tu veux dire ce match, ok, on a été dominé. Non. On a été dominé avec un arbitrage qui était pour l'Ajax. Au match aller, au match retour. C'est pas la même chose. Et c'est chiant. C'est chiant parce que moi, j'ai pas fait de maladie, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Mais c'est chiant. Et en plus, ce tweet de l'Ajax derrière, moi je dis qu'on a perdu contre une belle bande de bataves. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment ça. C'est nul. Ils sont nuls à chier. Leur tweet, il est détestable. Il attire la haine. Moi, je rêve que le LOSC gagne contre l'Ajax et mette 1 million de bisous sur son truc de LOSC en disant voilà, on vous embrasse et on vous remercie beaucoup pour votre match, vous étiez beaux, tout ça et compagnie. Mais arrêtez d'avoir des réflexions comme ça, c'est nul. Ils entraînent la haine et franchement, l'Ajax m'a vraiment déçu là-dessus. Vraiment. Avant de demander l'avis de Georges, je voulais 2 remarques simplement. C'est gentil de dire que je suis toujours positif, mais en ces périodes de crise sanitaire, je voulais rassurer ma famille, je vais très très bien. Deuxième sujet, c'est effectivement le fameux tweet de l'Ajax après la qualification, qui était, alors soit c'était de l'humour et un troll comme on dit sur Internet, et dans ce cas-là, on va dire que c'était drôle, mais parce que ça fait des réactions, si c'était le but, et donc c'était le cas. Si par contre c'est pas de l'humour et si c'est vraiment le côté anti-sportif finalement du club, on peut se dire que finalement l'Ajax a une grande équipe, un tout petit club, et que Johan Cruyff, qui symbolise à mes yeux le beau jeu des années 70, il a dû se retourner dans sa tombe. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Georges, est-ce que tu as un avis sur la question finalement, est-ce que l'Ajax mérite sa qualification ou non? Alors, pour y répondre simplement, je pense que sur l'opposition entre les deux équipes, on a foiré le match aller, clairement. Après, je vais revenir sur l'effet d'arbitrage. Mais finalement, c'est vrai qu'on réussit à 80e minute à faire le hold-up. Et ensuite, je crois que le deuxième échec, c'est d'avoir, après une faute d'arbitrage énorme sur le penalty, qu'on ne dise pas qu'il est. Enfin, voilà, d'avoir aussi peut-être perdu les nerfs. Je pense qu'il y a ça aussi en fin de match. Après, sur le match retour, je pense qu'on fait complètement jeu égal. Il y a même des moments où on leur a fait mal. Et après, je pense qu'on peut évidemment, il est impossible d'occulter dans ce match-là l'arbitrage. Et je suis vraiment, de ce point de vue-là, un supporter qui, en général, a beaucoup de prudence. Mais je me rends compte d'un truc quand même, c'est qu'en Coupe d'Europe, autant au championnat, des fois, il y a d'énormes erreurs d'arbitrage qui sont souvent le fait d'incompétence d'arbitre, qu'en Coupe d'Europe, je vois souvent des matchs où il y a des problèmes d'équité. Et là-dessus, moi, je m'interroge sur certains arbitres. Alors, pour anecdote, l'arbitre du match de retour, c'est lui qui avait arbitré, je ne sais pas si vous vous souvenez, un quart de finale entre Monaco et la Juve, il y a 3-4 ans, où pareil, il avait pris des décisions hallucinantes, le mec, mais clairement, toujours pour... et j'ai un peu cette impression, ça me rappelle dans un autre registre, la dernière grosse injustice qu'on avait vécue. C'est marrant, c'était l'inverse. À l'époque, on jouait à un club britannique, on était arbitré par un Hollandais. Je ne sais pas si ça vous rappelle, M. Bramar contre Manchester, où là aussi, pour le coup, on s'était clairement fait... voilà, avec là la frustration à l'époque de les avoir dominés, quoi. Il y avait vraiment une révolte supplémentaire qui n'était peut-être pas... Mais pour revenir sur les coups, notamment d'arbitrage, il y en a trop. Et sur le match retour, c'est clairement un manque d'équité, c'est-à-dire un arbitre qui a arbitré à sens unique. Et moi, la question que je me pose par rapport aux arbitres européens, parce qu'on l'a souvent vu, il y a eu la remontada du Barça, il y a eu les matchs du Real, j'ai des fois l'impression que les arbitres se donnent pour mission d'éviter surtout de faire sortir un gros. Parce qu'il y a besoin de belles affiches, il y a besoin de non ronflants. Et j'ai vraiment cette impression que un arbitre peut très bien s'orienter en se disant oh là là, si j'élimine l'Ajax, c'est vrai que Lille au tour suivant, ça va être moins glamour. J'ai un peu cette impression qu'il y a trop souvent des problèmes d'équité, des scandales d'arbitrage à sens unique. On n'en est pas les seules victimes. Je me souviens, je vous dis, d'un Real Bayern qui avait été un match scandaleux, quoi, et c'est très fréquent. Alors, donc, pour répondre à la question, sur match aller, on ne mérite pas grand-chose, mais je pense qu'après, l'effet d'arbitrage, comme dit Christophe, oui, font que peut-être que si on les met tous bout à bout, on devait passer, quoi.
Moi, je le répète, la notion de mériter une qualification, un match mérité, ça me gêne un peu. Parce que cette notion de mérite, c'est souvent l'excuse des éliminés, entre guillemets. Oui. C'est la Belgique contre la France au Mondial 2018. C'est dans la splendeur, finalement, c'est la demi-finale France-Allemagne en 82, où on méritait de passer, mais finalement, on passe pas, parce que en Coupe d'Europe, notamment, ce qui fait la différence, c'est l'efficacité. Et là, par contre, on ne peut pas nier, c'est que l'Ajax était beaucoup plus efficace que Lille, volontairement ou involontairement avec l'air des arbitres, ça on est juge, mais en ce sens, l'efficacité hollandaise a permis effectivement cette qualification. Je voulais juste rajouter un petit truc, juste un petit truc justement par rapport aux joueurs de l'Ajax, parce que rien n'est anodin et je les ai trouvés en effet particulièrement truqueurs, les mecs. Le penalty du match aller, clairement, c'est le mec qui va mettre son pied dans la course de Sanchez pour se faire déséquilibrer. Et j'ai revu le ralenti sur le premier but à Amsterdam. Regardez clairement, c'est préparé comme du papier à musique. Un joueur est derrière Botman pour le bousculer légèrement et l'autre met le coup d'épaule suffisant pour le faire tomber. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait clairement sur ce coup franc un contrat pour mettre Botman à terre. Le problème, c'est que c'est des trucs qui existent depuis toujours, sauf qu'il paraît qu'ils ont inventé un truc qui s'appelle la VAR. Je ne sais pas à quoi ça sert dans ce cas-là. Je ne connais pas. La VAR a servi au moins à valider le troisième penalty, au grand désespoir d'ailleurs de l'arbitre, si on juge sa tête au moment où il désigne le point de penalty. Mais bon, ça aura au moins servi à ça, un peu tardif, mais au moins efficace sur cette action. C'est pour ça que je pense qu'on n'aura jamais les communications, parce qu'à mon avis, dans le quart, ils ont dit écoute, là, ça se voit trop, quoi. Là, ça se voit trop. Il faut le siffler, c'est obligé. Alors, Baptiste, ton avis, mérité ou pas mérité cette qualification de l'Ajax? Pour moi, c'est à 50-50. Pour moi, l'Ajax mérite par rapport au match aller et le LOSC mérite par rapport au match retour. Maintenant, on a quand même vu un Ajax qui a été un peu au-dessus du LOSC. Pour vous dire, sur le match retour, le LOSC il a quand même bien joué, avec une équipe quand même remaniée, mais il y a quand même eu de la détermination et de l'envie. Il y a eu des choix forts du côté de Christophe Galtier. Beaucoup le critiquaient avant. Pourquoi tu mets Brad Harris, Renildo, pourquoi tu mets Cheka Sanchez, Jorge André? Et vraiment, ça s'est montré, mais alors spectaculaire, et bravo encore à Christophe Galtier. Maintenant, si on suit au stats, l'Ajax a remporté quand même 50% de ses tacles avec 30 tacles. C'est impressionnant, 12 interceptions. Donc ils ont quand même eu un peu la main sur le ballon. Après, on va revenir sur les erreurs d'arbitrage, bien sûr. Alors, pour moi, le premier but de l'Ajax, il n'y est pas. Blind ne joue pas du tout le ballon. Il faut le dire, il ne joue pas du tout le ballon. Donc, pour moi, le but doit être pas mis du tout. Donc, déjà, hop, il n'y a pas le but. Ensuite, penalty sur Sanchez, mais il y est 30 fois, mais tous les arbitres le sifflent. Sauf Gouloum, je l'appelle Gouloum parce que, avec sa tête, il ressemble plus à Gouloum qu'à un Kouloum. Et le penalty sur David, vraiment, il y est 10 fois. Et je ne comprends pas, vraiment, qu'il arrive à même avoir la VAR. Pour moi, tu le siffles directement. Il n'y a pas besoin de la VAR là-dessus. C'est impressionnant. Maintenant, je pense que quand même cette élimination, c'est une bonne chose. Parce qu'il y aura plus de concurrence. Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse, il y aura plus de concurrence. Puisqu'il y aura moins de matchs et donc moins de turnover. Donc les joueurs qui ne font pas leur preuve, c'est ciao. Et on va se concentrer sur cette Ligue 1 et cette Coupe de France. Et d'ailleurs, pour revenir sur les erreurs d'arbitrage, etc., sachez que maintenant en Italie, la fédération et le responsable des arbitres, donc ils se sont réunis et maintenant ils autorisent à faire parler les arbitres en fin de match, donc ils peuvent aller devant les journalistes et parler. Donc peut-être que ça pourrait avoir lieu en France, on l'espère, parce que vraiment c'est une super bonne chose dans l'avancée du foot que les arbitres puissent parler de leurs décisions devant les journalistes et s'expliquer. Parler, c'est assumer. J'ai beaucoup de doutes sur ce sujet-là. Enfin bon, Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette question et est-ce qu'il y a des avis des internautes? Oui, alors beaucoup d'avis sur des internautes. On a Loske Boy, Loskier, Rico qui disent quand même que ça a été pas mérité. Enfin, c'était pas réellement mérité la qualification vis-à-vis des faits de jeu. Et c'est vrai que on pourra dire, comme un grand philosophe qui est entraîneur de Lyon, nous sommes les parents pauvres de la VAR, peut-être, on va dire ça. Il a sorti ça aujourd'hui, donc on peut dire la même chose aussi. Mais c'est que c'est inadmissible quand même. Enfin, je sais pas, le premier match, on a un arbitre qui est suspendu dans son pays, qui est relégué en deuxième division en Slovaquie. Et au retour, on a un arbitre supporter du Celtic qui n'a pas aimé que le LOSC élimine le Celtic dans son groupe.
Moi, je veux bien, mais bon, à un moment donné, il faudrait que l'UEFA choisisse des arbitres cohérents, parce que si on prend, entre parenthèses, nos ennemis pour qu'ils arbitrent, ça va pas le faire. Hein. Mais bon, c'est un peu bizarre, mais bon, après, non, mérité. Il y a des, je vais dire une bêtise. Marseille, quand ils ont gagné la Coupe d'Europe, ils méritaient pas de la gagner. Milan était plus fort qu'eux sur leur match là, et ils l'ont gagné. C'est sur un fait de jeu. Basile Boli, il marque le but. Voilà. Nous, c'est pareil. On aurait pu gagner 100 fois ce match-là si on n'avait pas eu des fautes d'arbitrage inadmissibles, je trouve. Mais bon. C'est du passé, comme dit Jo, c'est du passé. Maintenant, il faut penser à autre chose. Il faut tourner la page et penser au championnat et à la coupe. Voilà, c'est tout. On sait comment gagner les matchs maintenant. Comme dirait Tapi à l'époque, on sait comment gagner les matchs. Hein. Voilà. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, il y a une petite question pour Jo sur Twitch. Une question de Losk Boy qui te demande est-ce que l'Angélus c'est aussi bien que la Pédieu? Parce que l'Angélus, j'ai travaillé en plus avec Angélus, mais ça a été racheté. Non, c'est compliqué. Je peux pas me fâcher. Voilà, me fâcher. Elles sont aussi bonnes, on va dire ça comme ça. Elles sont toutes aussi bonnes. Elles sont différentes, mais elles sont bonnes toutes les deux. Bon, voilà. Je voulais surtout pas te mettre en porte-à-faux. Non, je peux pas. Et j'ai un discours de footballeur là pour le coup, hein. Mais avec la bière. Voilà, c'est la langue de bois mouillée à la mousse de bière. On enchaîne les demi les uns après les autres. Voilà. Mais pour revenir sur le match. L'important, c'est le programme. Oui, vas-y. Aussi. Justement, ce que l'Ajax a fait, c'est peut-être ce que j'avais dit tout à l'heure. Il nous manque ce côté filou, en fait. Et c'est ce que l'Ajax a fait. Et c'est sur ce côté-là où il faut apprendre et grandir si on arrive à garder nos joueurs l'année prochaine. C'est toujours le même souci, en fait. Mais c'est ce côté filou qui a fait que voilà, l'Ajax a gagné le match. C'est ce que je disais avec l'arbitrage. C'est ce que je disais en préambule de cette partie de l'émission, c'est que l'Ajax est une grande équipe. L'Ajax, ça fait des années que c'est une équipe jeune avec énormément d'expérience parce que c'est un collectif qui reste en permanence finalement et qui applique les mêmes méthodes avec un peu de vice, beaucoup de technique, beaucoup de rapidité. Et en ce sens, c'est vraiment un grand club qui a été très efficace. Alors, si ça veut dire qu'il mérite la qualification, on va dire ça, mais c'est vrai que on reste un peu sur notre faim parce que les faits de jeu, les décisions arbitrales et le sentiment finalement qu'on aurait pu y arriver si ça avait tourné un peu dans notre sens, ça vient un peu nuancer, ça nous met un petit peu d'aigreur dans le jugement. Maintenant, comme le disait Jo en début de cette partie, c'est fait, et il faut en retirer le positif, c'est-à-dire que maintenant, la voie est libre pour le championnat, et ça nous permettra justement de passer à cette troisième partie, Cap au Sud pour la fin de la semaine. Un premier rendez-vous demain soir à Pierre-Mauroy contre l'Olympique de Marseille, et un deuxième rendez-vous dimanche en Corse, à Ajaccio pour la Coupe de France. Comment vous voyez cette semaine? Alors, on va commencer par Georges. Un match crucial et puis je pense une transition à préparer. Le match crucial, c'est demain. Je pense que là, dans la course au titre, maintenant, on est dans le sprint et il y a vraiment 3 points à prendre de manière impérative demain. Je pense que si demain, on ne prend pas ces 3 points, ça va commencer à être compliqué, tout au moins pour le titre. Et même, je dirais, avec le retour furieux de derrière. Donc, Marseille, sur le match aller, on a fait la démonstration qui sont largement prenables. Je pense que ce qui me rassure aussi, c'est de me dire que cette année, le LOSC a rarement, j'ai pas souvenir qu'ils aient enchaîné 2 mauvais matchs ou 2 matchs complètement ratés de suite. Donc, j'espère un sursaut. Et je pense qu'après, le match du Gazélec, certes, la coupe doit rester un objectif, mais c'est peut-être aussi l'occasion de remettre en selle certains joueurs qui en auront besoin, donner du temps de jeu à certains, peut-être aussi amorcer, comme on l'avait fait à Dijon, la confiance faite aux jeunes. On avait eu une super satisfaction, j'oublie le nom, mais buteur. Voilà. Donc, mais il y a un rendez-vous crucial, c'est demain, Je pense que c'est la clé de voûte, c'est ce qui va orienter la fin de saison, le match de Marseille.
Baptiste, Marseille, tu as quelques chiffres là-dessus. Ils sont en pleine révolution, un nouvel entraîneur, donc sur le banc. Alors, ce ne sera pas encore Sampaoli, je crois il est pas encore opérationnel, il doit être en quarantaine, j'imagine. C'est ça, il Donc, en sait ce sera toujours Nasser Largué. Que penses-tu de ce match contre Marseille? Déjà, ça va être un gros match, puisque le LOSC doit, entre guillemets, s'imposer déjà, parce que Monaco joue des matchs assez faciles, il me semble. Bordeaux affronte le PSG, donc le PSG devrait passer. Il y aura un Lyon-Rennes. On verra si Rennes met les armes, puisque Stéphane a démissionné. On verra si son adjoint arrivera à faire chuter l'équipe de Lyon. Mais en tout cas, Lille doit s'imposer là où Lyon a fait match nul avec donc Nasser Largué, puisque Sampaoli doit respecter un confinement de 7 jours puisqu'il arrive sur le sol français. Il y aura l'absence de Sakai, d'Alvaro et d'Amavi qui sont vraiment les titulaires, la colonne vertébrale, on peut dire, en défense. Donc il y aura sûrement trois nouveaux joueurs. On devra avoir Lirola, Nagatomo et alors soit Balerdi, soit Perrin, on verra bien. Ouais, j'ai étudié. Et donc, avec leur nouvelle direction, est-ce qu'ils auront à cœur de montrer ce qu'ils sont? Ou alors est-ce qu'ils seront un peu dans leur retranchement? On verra. Mais en tout cas, ce sera un gros match pour demain. Et je vous avoue, je ne suis pas non plus hyper serein pour ce match. Il y a RMC qui vient de m'appeler. Il voulait savoir si tu étais dispo demain pour commenter le match en direct. Il n'y a pas de problème. Alors, Joe. On était super optimiste après le match de Lorient, on est un peu moins optimiste après le match de Strasbourg. Comment tu le vois, cette rencontre contre Marseille? Là, je reste optimiste en vrai. Je reste optimiste contre entre guillemets, les grandes équipes, on va dire les grands noms d'équipes. Souvent, on arrive à sortir des scores. On a perdu des points cette année, justement, contre des équipes, on va dire, de seconde partie de tableau. Moi, j'y crois. Il faut juste faire attention, c'est sur les coups de pied arrêtés à Marseille. Là, sur le dernier match, je voyais Payet, malgré tout, sur coup de pied arrêté, il faisait des super centres. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Mais non, j'y crois. Franchement, franchement, je suis serein pour le match de Marseille. Et je ne savais pas qu'Alvaro n'était pas là. Je pense que c'est aussi une bonne chose qu'il ne soit pas derrière, parce que lui aussi, côté filou et chiant, c'est quelque chose. Donc, c'est déjà un joueur en moins. C'est pas mal, parce que je les ai trouvés aussi beaucoup plus... J'ai l'impression que même si l'entraîneur n'est pas encore arrivé, sur leur dernier match, je les ai déjà trouvés beaucoup plus rugueux. Donc, est-ce qu'ils ne veulent pas déjà s'adapter au nouvel entraîneur? Mais je pense que le match va être dur à nous, aux Lillois, de savoir répondre. Et ensuite, le match contre le Gazélec, je pense qu'il faut faire tourner. Et j'ai vraiment envie de voir des jeunes, en fait. Là. Lucas, même, je ne pense pas qu'il y sera, mais Lucas Chevalier dans les buts, une entrée en jeu de Rocco Ascon. Il a pris Pizzuto. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas, mais pareil. Non, pour l'instant, non, pas blessé. Il n'est pas blessé, donc voilà, faire des il avait le Covid, je pense. Ouais, il avait le Covid. Et d'ailleurs, Chevalier, il n'est pas pris pour le groupe de demain. Alors, est-ce qu'on le préserve pour le faire débuter contre le Gazélec? Je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Après, il préserve de quoi? Du banc, en fait, au final. Ouais, c'est ça, en fait, tu le préserves. C'est pas... Mike Maignan, en conférence de presse, on lui a posé la question, savoir si justement il allait avoir un turnover de gardien. Il a dégagé en touche en renvoyant la responsabilité à Christophe Galtier, mais on se souvient qu'au tour précédent, il avait choisi finalement de jouer parce qu'il est dans la continuité des matchs et c'est son choix. Mais après, c'est pas, voilà, ce sera au final le choix de Christophe Galtier. Donc, tu disais donc que place aux jeunes pour Ajaccio. Ouais, place aux jeunes contre le Gazélec. D'accord. Donc, franchement, ouais, moi, je suis toujours fixé sur les jeunes en vrai. Et là, il faut c'est le moment, c'est le genre de match où il faut donner la confiance à au moins 3-4 jeunes Lillois. C'est maintenant, franchement, il faut le faire. Alors, d'autant plus que Ajaccio, c'est pas non plus un ogre. Certes, c'est la Corse avec les guet-apens du stade. Bien François sûr. Coty, c'est ça, de mémoire? Non, François Coty, c'est le Gazélec, c'est en dessous. Enfin, c'est deux stades champêtres. Ils sont aussi champêtres l'un que l'autre, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est quand même une équipe de National 2 qui, pour donner le niveau, pas au tour précédent, mais au tour d'avant, ils ont éliminé Saint-Omer. Donc 1-0, un but à la 90e minute. Donc ça reste quand même un adversaire qui semble prenable et qui permettra justement de faire tourner les effectifs. Alors, Hans Casanova, merci Casanova. Baptiste. Pas de problème. Christophe. Mais justement,
Oui, vas-y. Ah, pardon, désolé. Je t'en prie, je t'en prie. J'ai vu qu'en plus, Galtier, il a pris dans le groupe pro un jeune, je pense que c'est Bica, un Portugais José de la Bichard. réserve, José Bica. Mais pareil, pourquoi ne pas le prendre et selon le score ou autre, le faire jouer 15-20 minutes? Si il a 17 ans, il a été recruté à Lille, je pense qu'il a le niveau pour jouer contre le Gazélec. Et moi, j'ai envie de voir contre le Gazélec ce genre de joueur-là, en fait. Ouais. Bah moi j'aimerais bien l'avoir après avoir débuté dans tes lives pour le connaître un peu plus aussi. Bica? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, Non, je crois qu'il est français. portugais après. Il est Et- portugais, je crois. Quoique mon pote est portugais, il pourrait toujours Ah. traduire, mais on m'a demandé Rocco Ascon en plus. Ça serait bien un live avec Rocco Ascon, mais bon, comme vu que je fais pas de live du tout en ce moment. Ouais. Bon, bref, voilà. Alors Christophe, comment tu vois ces matchs finalement dans cette nouvelle organisation lilloise, à savoir plus de Coupe d'Europe à gérer et encore on doit terminer cette série de 2 matchs par semaine, mais on sera au même rythme que les autres clubs maintenant, contrairement à ce qui se passait avant. Ouais, malheureusement, j'aurais dire, parce que j'aimais bien ce rythme-là. Mais non, Marseille, j'ai regardé les 30 dernières minutes de leur match là, dimanche. Et avec leur entraîneur en survêt, là, l'éducateur des jeunes avec sa grosse moustache. Nasser Bah, Larguier. ça a joué très bien. Vraiment, le gars, il fait jouer, ça joue bien, c'est précis. Et j'ai le contraste avec le match de Strasbourg, Lille-Strasbourg, où on a fait. Botman, il a fait 2-3 parpaings en touche qui étaient des passes normalement. Il y a eu des passes comme ça, il n'est pas le seul, un pied, pareil. Enfin bref, il y en a plein qui rataient leurs passes, où il connaît qu'il joue tout seul dans son coin. Et là, ça jouait bien, ça jouait précis, ça jouait. Et je me suis dit, merde, s'ils jouent comme ça contre nous, il va falloir vraiment qu'on élève notre niveau de jeu. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est de dire, bah ouais, mais contre des gros, on a toujours élevé notre niveau de jeu. Donc je pense que je suis assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir donner une belle opposition et que j'espère on gagnera contre Marseille. Mais attention, ils sont revenus, ils sont bien et ils ont plutôt l'air bien dans leur tête. J'ai pas vu Thauvin et Payet se taper dans le match, donc c'est que ça va bien, quoi. C'est un signe à Marseille, hein. Quand ils s'insultent, c'est que ça va pas trop fort. Donc là, franchement, faut se méfier de Marseille, qui est bien revenu. Mais je suis assez confiant parce que contre les gros, on a bien joué. Et après, Ajaccio, moi, je serais pas pour tourner comme ça. Moi, je serais pour tourner comme on a fait tourner en Coupe d'Europe, comme toujours, 4-5 joueurs. Par contre, cette fois-ci, on peut peut-être essayer de faire 4-5 joueurs avec 1-2 jeunes. Parce que balancer 4-5 jeunes en même temps dans une équipe, c'est compliqué à gérer. Et pour les jeunes, c'est compliqué à se repérer et à jouer ensemble, avec les gens qui sont habitués à jouer ensemble. Donc, il faut en mettre 1 ou 2, pas plus, et faire tourner les autres comme d'habitude. Et puis voilà, et pour que justement, ça soit une belle expérience pour eux, un peu comme Camara à Dijon, et que derrière, ils en sortent avec le Nagnac et envie de revenir. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, sur le Twitch ou sur Facebook? Oui. Alors déjà, pour l'histoire de demain, Marseille, c'est vrai qu'on verra bien ce que ça va être réellement. C'est vrai que Marseille n'a pas été mauvais contre Lyon. Après, c'est une rivalité, l'Olympico, comme ils disent tout le temps. Est-ce qu'ils ont voulu se montrer intéressants à ce match-là? On sait jamais, on verra bien. C'est que après le match contre Lille, j'espère qu'il y aura un meilleur état d'esprit, une envie d'aller de l'avant. Je pense que ce sera pas le même. Marseille ne va pas faire comme Strasbourg ou Brest ou autre. Je pense qu'ils vont vouloir jouer pour gagner ce match-là et ce sera intéressant pour nous parce qu'on a l'habitude de bien jouer contre des équipes comme ça. Après, c'est vrai qu'on verra ce qu'il y en est. Sinon, c'est vrai que Julien disait on est bon contre les gros et c'est vrai que les jeunes joueurs, les joueurs en général n'ont pas besoin de motivation supplémentaire pour se motiver justement contre des équipes comme ça. Et je pense qu'ils ont la niaque de rester premier aussi. Donc je pense qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et on verra un peu ce qu'il en est. Ensuite, sur les réseaux sociaux, alors il y en a plusieurs qui veulent voir des jeunes. Et moi je suis d'accord, comme Christophe l'a dit, faut pas non plus mettre 3-4 jeunes non plus. 1 voire 2 maximum, parce qu'il faut pas non plus déstabiliser l'équipe. Pour l'instant, on marche pas trop mal, même si on fait pas des scores terribles en ce moment, mais on marche pas trop mal parce que si on doit commencer à mettre un jeune à côté de Botman ou à côté de Fonte
En défense, ça va être dur. Pareil, au milieu, faut pas trop changer, on va dire, pour moi. Sinon, il y en a qui disent qu'ils veulent voir Liadji aussi, contre Marseille. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi à voir. On verra bien là-dessus. Après les petites boutades, il y a Julien qui dit que François aimerait aussi bien avoir une interview de Rocco. Il a une tonne de jeux de mots à lui dire. C'est vrai. Et puis pour Joël, il y a le bonjour de Romain Langtin qui dit des bonjours. Et puis il y a Julien qui dit aussi, surtout que, en parlant de bière, surtout qu'elle est pas très bonne, celle de Saint-Omer. Bon, après ça c'est chacun ses goûts. Hein. La bière de Saint-Omer. Voilà. Donc, enfin voilà. On veut pas lancer une polémique comme ça sur la qualité des bières, c'est pas du tout le sujet. Non. Nous, on les boit toutes. Tout ce que je veux, par contre, c'est demain il y a une petite ambiance de Lille avec la petite chanson pour Tovin. Faut pas l'oublier quand même. Ouais. Ils enregistraient la bande. Voilà. Ce serait pas mal. Par contre, j'ai une question à poser. Quand vous disiez on joue bien contre les gros, vous pensiez à Dimitri Payet? Oui, voilà, justement. Et il a dit dans une interview que quand il marquait, il maigrissait. Donc, comme il marque pas depuis un petit bout de temps, ça devrait aller. Ouais. Bon, il est déjà 21h32, nous avons déjà 1 heure d'émission. Je vous propose un dernier tour de piste avec la traditionnelle série des pronostics pour les 2 matchs de cette semaine. Qui veut commencer? Les Jo, on va commencer par toi. Quels sont tes pronostics? Tu peux même rajouter les buteurs si tu te sens en forme. Non, je ne vais pas dire les buteurs. C'est dur. Je ne sais même pas quelle équipe il va mettre. Donc, Lille-Marseille, on va les taper 3-0. Wow. Ouais, facile. Le Gazélec, on va gagner 0-3, allez, je change pas. 3-0, 0-3. On se relance, boum, c'est parti. Christophe, je te sens dubitatif. Ouais, c'est fort. Mais je suis d'accord, hein, moi, je prends. Hein. Mais non, moi je vois un match serré contre Marseille et j'espère qu'on va gagner, donc je dirais 2-1. 2-1, les buteurs, j'en sais rien. Je sais pas, je vais rien dire. Que tu dis? Tant que ça marque, moi. Ouais, tant que ça marque, c'est bon. Ouais. Maignan et Pied. Maignan et Pied, on prend. Ou alors on peut reprendre le pari de la semaine dernière, 2 buts de Benjamin André, ça ira très bien. Et Ajaccio joue un match sérieux et je joue à 2-0, pas plus. Un match sérieux et fini correctement, sans blesser. Ça, j'ai pas mal. Georges, est-ce que tu as un pronostic? Demain, allez, 2-0 demain. Alors, encore un but de José Fonte, puisqu'à chaque fois, je le joue comme buteur et sincèrement, je vous le recommande, ça rapporte. Hein. En ce moment, c'est un bon coup, donc Fonte. Et il y a un qu'on retrouvait, David. Et à Ajaccio, une victoire 1-0. Et à mon avis, le buteur, ce sera un U13. Alors, en parlant du 13, Baptiste, est-ce que tu as ton pronostic? Alors, contre l'OM, pour moi, on va gagner 2-1 avec un but de Fonte et un but de Liadji pour bien mettre le seum aux Marseillais. Oui. Ensuite, pour le Gazélec, je ne sais même pas quelle équipe en fait il va mettre, puisque ça va être un gros match. Après, il y aura un match par semaine. Et on aura Monaco, Nîmes, Paris, Metz, Montpellier, Lyon, Nice, Lens, Angers et Saint-Etienne, il me semble. Donc, ça va être vraiment un calendrier énorme. Donc, il faut vraiment pour moi faire tourner contre le Gazélec. Donc, étant donné qu'on va faire tourner, on va gagner 1-0 grâce à un but encore d'Agibou Camara. Arnaud, est-ce que tu as des pronostics? Oui, alors pour moi, déjà 2-0 pour Marseille, but du Liadji aussi, justement, et but de Tovin contre son camp. Pour le seul Marseillais, c'est pas mal. Hein. Oui, je pense aussi. En plus, il va marquer de la fesse. Sinon, et pour Gazélec d'Ajaccio, je suis d'accord, ce sera un match sérieux, je pense que ça va être un bon 3-0, on va dire, derrière. Avec peut-être un jeune qui va marquer derrière pour se montrer, un peu comme Camara ou un match contre Dijon, ça peut être intéressant aussi. Sinon, sur le réseau, on a Rico qui voit 3-0. Ça va être pour Marseille. Lost Boy 3-0 pour Lille face aux Sardines de Marseille. Et 2-1 pour Lille contre le Gazélec. Dericotte voit 2-0, lui, avec un but d'un ramasseur de balles. Encore mieux. Et voilà pour les pronostics. Pour Tovin, c'est vraiment à des chances de devenir ramasseur de balles à Marseille. C'est quand même, je le voyais pas comme ça à ce niveau-là.
Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour des sujets de cette semaine. Donc, une semaine qui va être encore très chargée avec un match donc, dès demain soir donc, contre Marseille. Je voulais vous remercier de votre participation à ce 25e bistrot d'Aléolos. Donc, je remercie les intervenants habituels. Donc, Christophe, merci. Merci Georges, merci Baptiste. Merci Arnaud pour la réalisation et pour tout le travail que tu effectues en sous-marin pour cette émission. Merci à Jo d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invite. Merci beaucoup. Tu es bienvenu. Après tout, donc un bistrot dans un bistrot, c'était tout à fait logique que tu sois présent. Il fallait que ça se fasse. Voilà. Donc, avant de Georges, je vais faire une petite dédicace à mon ami Jacoul, qui me suit aujourd'hui. Voilà, il se reconnaît. Normalement, il est en ligne. Écoutez, bonsoir à la fripouille. Donc, bonne soirée à tous. Merci de nous suivre. Merci de relayer aussi l'émission sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker l'émission, à relayer l'émission, à transférer tous les messages. Je vous souhaite une bonne semaine foot. Comme d'habitude, allez le LOSC et à mardi prochain. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.